Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Saint-Glérac. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais à consommer. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Pour vous protéger du froid, n'hésitez pas à vous abonner. Le bonnet. Parce qu'il fait froid. Vous savez, C'est pas grave, Michel. Peut-être qu'un jour tu réussiras à faire une bonne intro. Ouais. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des fakes en général. Qualifiée parfois d'épidémie dans l'épidémie, la désinformation fleurit un peu partout. Aux grandes dames des chercheurs qui aspirent enfin à des vacances, des médecins qui n'en peuvent plus de répéter les mêmes choses en boucle, et des vulgarisateurs qui sont obligés de mettre les bouchées doubles. Tous ces efforts illustrent parfaitement la loi de Brandolini. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour les produire. C'est bien, Michel. T'as tout appris. Merci, maman. Les récents travaux de l'ONG The Center for Countering Digital Hate montrent que l'essentiel de la désinformation circulant sur les réseaux sociaux Est en réalité le fruit d'une petite poignée de personnes. En ce qui concerne les publications anti-vax sur Facebook, les 3/4 des contenus sont issus de 12 comptes Facebook seulement. Si on regroupe le réseau social avec YouTube, Twitter et Instagram, les messages de désinformation sur ce sujet touchaient près de 60 millions de personnes fin décembre. Les 2 tiers d'entre eux l'étant par le biais de seulement 20 comptes influents. Et ça risque pas de s'arrêter. Le rapport de l'ONG estime en effet que les plateformes en question n'agissent pas sur près de 95% du contenu de désinformation lié au Covid, Ou au vaccin. qui leur ont été signalés. Sachant que tous les contenus de désinformation ne leur sont pas forcément signalés, on peut sans problème affirmer que la situation réelle est encore pire que ça. Face à la polémique qui enfle, Facebook s'est défendu affirmant avoir supprimé 12 millions de contenus trompeurs depuis le début de l'épidémie et avoir désactivé plus d'1,3 milliard de faux comptes. Rien que sur le dernier trimestre de l'année 2020. De toute évidence, cela ne suffira pas. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site du CCDH pour lire leur rapport sur les 12 désinformateurs ou encore celui sur la passivité des réseaux sociaux sur les contenus signalés. Je vous glisse les 3 petits liens dans la description. Découverte de la semaine. Cette semaine, puisqu'on ne peut pas voyager, je vous emmène en voyage. Mais on va chez nous. Ah bon. Mais on va loin, Bon, ok. Loin, genre le jardin. plus loin encore. Genre l'abribus. Le Dendrobat Doctor parle de la situation en France, mais elle a très peu parlé des territoires d'outre-mer. Et on dit bonjour à Laetitia. Bonjour Laetitia. Qui a attendu ce point au moins 3 semaines. Faisons donc un bref tour de la situation. Clipperton. Là, il n'y a aucun habitant. Pas de Covid bien entendu, et comme il n'est pas dit que la marine fasse son petit tour cette année pour aller y lever le drapeau au moins une fois, Oui, on fait ça chaque année si vous ne le saviez pas. il y a fort à parier que le Mexique va encore venir nous enquiquiner pour réclamer cette île. Ce que je considère comme hors de question d'un point de vue scientifique, Clipperton est un trésor abritant le seul lagon d'eau douce au monde. Le Dendrobat Doctor considère l'idée de lancer une pétition pour exiger une base scientifique là-bas. Terres australes et antarctiques françaises. C'est là où on TAAF, où on taf. Michel, c'est pas drôle. C'est la blague du Dendrobat. Ah bon, c'est un peu drôle alors. Bon, enchaîne. Si des cas de Covid ont bien réussi à atteindre des bases scientifiques, les bases françaises ne sont pas concernées. Les TAF sont à l'heure actuelle uniquement peuplés de militaires, de scientifiques et de manchots à Delhi. Ce qui est globalement la même chose. Tous parfaitement sains. Nouméa. Encore et toujours un cas à part. On a là le seul territoire sui generis de France qui ne fait rien comme tout le monde. Après avoir passé 1 an sans cas sur son sol, l'apparition soudaine de 9 contaminations a replongé début mars l'île dans un confinement qui vient tout juste de s'achever. Alors que celui en métropole commence. Les cas seraient arrivés après le voyage d'une famille à Wallis et Futuna, qu'on pensait épargnée. Wallis et Futuna. Oh, justement, on parlait de toi. Considéré jusqu'ici comme épargné, le territoire C'est un territoire de plusieurs îles que j'ai envie d'appeler un archipel, mais qui n'est pas vraiment un archipel, je l'appellerais donc un terripel. Voilà. Le terripel est frappé depuis le mois de mars 2021 suite à un voyage d'un habitant en métropole. De 1 cas le 6 mars, le territoire passe à 430 cas et 5 morts le mois suivant. 45% de la population est vaccinée à ce jour dans ce territoire. C'est terripel. Dans ce terripel prioritaire dû à la vulnérabilité de la population et aux faibles infrastructures médicales lourdes. Polynésie. L'occasion des records. Lorsque les cas sont arrivés en Polynésie française, Papeete savait qu'elle n'avait pas les moyens de faire face à un afflux de malades. Et c'est donc majoritairement
majoritairement reposé sur les mesures barrières et une application stricte du confinement. Pour rapatrier les touristes coincés par les mesures sanitaires, Air Tahiti Nui effectuera ainsi le 7 mars 2020 le plus long vol intérieur de l'histoire de l'aviation. En 16 h et 45 minutes, reliant Papeete-Paris sans escale. Si le confinement a pris fin, le virus circule encore faiblement et la vie n'a pas encore repris son cours normal. De nombreuses restrictions sont toujours à l'œuvre, Comme la fermeture des discothèques, l'interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes, y compris pour les veillées funéraires ou encore l'usage de salles des fêtes. Saint-Martin. Petit, mais atteint, comme moi. Le virus touche l'île en mars 2020 et a depuis occasionné près de 1700 cas et 12 morts. Depuis peu, quelques cas de variants anglais et sud-africains ont été détectés. Toutefois, il n'y a pas de cluster actif sur le territoire. Saint-Barthélemy. Petit, mais atteint aussi. L'île jumelle de Saint-Martin a été atteinte en même temps que sa sœur mais ne déplore que 900 cas et un seul mort. Une donne qui pourrait changer avec la détection de quelques cas de variants anglais depuis mars. Saint-Pierre et Miquelon. Tous vivants. Sauf si le Dendrobat Doctor s'est embrouillé dans ses tableaux, il s'agit à l'heure actuelle du seul territoire français peuplé de manière permanente Oui, souvenez-vous, on ne compte pas là où il n'y a que des scientifiques et des pingouins. et où il n'y a aucun mort à déplorer. Bah, et Nouméa? Et ben voilà, elle s'est embrouillée dans ses tableaux. Et moi je vous le dis, hein, forcément, avec autant de tableaux, elle a autant de tableaux qu'une galerie d'art, c'est fou ça. Son mur, c'est le Louvre. Un 24e cas a été détecté en janvier et depuis, c'est le calme complet. La Guadeloupe. Sinistré. A l'inverse de cet exemple apaisant, la Guadeloupe est le département d'outre-mer le plus sinistré. Certes, il est le second plus peuplé, mais il n'est pas le plus touché en nombre de cas. On aurait donc pu s'attendre à un résultat plus clément. Avec 183 morts et un taux de positivité de plus de 10%, la Guadeloupe paye un lourd tribut parmi les dom-toms. Guyane. L'expérience du couvre-feu. Ce n'est pas le cas de la Guyane, moins peuplée, plus touchée, mais avec moins de victimes à déplorer. Moitié de morts en moins pour 50% de cas en plus. A noter que la Guyane est le premier territoire de France sur lequel a été expérimenté le principe du couvre-feu pour réduire la circulation du virus. Cette mesure visait à gérer une épidémie en situation géographique difficile On a des frontières poreuses avec le Brésil, des communautés indigènes vulnérables et isolées. et a donné de bons résultats en faisant drastiquement chuter les cas en quelques semaines. Pour l'instant, la situation est calme, mais la proximité avec le Brésil inquiète et les cas repartent à la hausse chez les plus âgés dans un territoire très faiblement vacciné. Mayotte. C'est un cas d'école du confinement. Si on veut un plus beau cas d'école, il faut se pencher sur Mayotte. Le territoire d'outre-mer le plus touché avec presque 20 000 cas a connu en janvier-février une telle flambée qu'il a fallu qu'on refasse l'échelle des graphiques parce que les barres ne tenaient plus dedans. Si, je vous jure que c'est vrai. Ils ont clairement pas la capacité hospitalière pour faire face et ne pouvaient pas attendre les secours de la métropole. Mais on pouvait leur envoyer un bateau hôpital, non? Oui, Michel, mais ça prend des jours si ce n'est pas des semaines. Mayotte décide un confinement très strict pour protéger sa population, alors que le seuil de positivité des tests dépassait les 17% et que les catégories d'âge les plus touchées s'envolaient à plus de 4000 cas pour 100 000 habitants. La chute des cas sera une des plus rapides qu'on ait vues Et de fait, on n'a que 2 barres qui ne rentraient plus dans le tableau hebdomadaire. C'est pas mal. et l'île sort progressivement du confinement depuis la mi-mars. Si vous pensez que confiner ne sert à rien, je vous suggère d'aller demander aux habitants directement ce qu'ils pensent de votre avis. Bah, Papichel, tu vas où? Je vais demander aux habitants ce qu'ils pensent de mon avis. Mais non, mais pas maintenant, tu vas leur refiler des microbes. Et ils n'ont pas besoin de ça. La Réunion. Et on vaccine, et on vaccine. Allez, c'est cadeau. La Réunion vaccine tant qu'elle peut et est en tête de la couverture des EHPAD en Outre-mer avec 85% de primo-vaccinés. Toutefois, elle ne dépasse pas encore les 5% de vaccinés pour le reste de la population. Tout comme la Guyane et la Mayotte, la vaccination y est compliquée par la présence importante de variants brésiliens pour la Guyane, sud-africains pour les deux autres, qui obligent à ne se servir que des vaccins à ARN, compliqués à transporter dans les îles. Martinique. La flambée, comme la banane. Mais tais-toi. Nous terminons enfin notre tour d'horizon au chevet de la Martinique, qui nous inquiète. Un seuil de positivité de plus de 10%, plus de 150 cas pour 100 000 habitants. Mais surtout une occupation hospitalière qui atteint déjà les 89%. Les cas flambent sur l'île. L'inquiétude est grande car la population, même âgée, est très peu vaccinée. Moins de 25% de primo-vaccinés dans les EHPAD. Et que la situation géographique interdit, ou du moins complique, les transferts de patients en cas de saturation des hôpitaux. Le R0 est en baisse, mais l'inquiétude est toujours présente. Piste de la semaine. Origine. On a enfin quelques nouvelles du rapport de l'OMS. Alors Sans surprise, il classe l'origine animale intermédiaire du virus comme étant De probable à très probable. l'accident de laboratoire étant quant à lui considéré comme Extrêmement improbable. l'animal intermédiaire n'a toutefois pas été identifié.
Les experts affirmant, sans surprise non plus, avoir manqué de latitude pour travailler convenablement à Pékin et affirmant que des travaux supplémentaires seront nécessaires. Ah bon? La seule nouveauté du rapport vient du fait que la transmission directe depuis l'hôte d'origine La chauve-souris est désormais considérée comme allant de possible à probable. pas d'hypothèse privilégiée donc, mais une porte ouverte. L'hypothèse privilégiée par Pékin, la contamination via de la viande surgelée venue de l'étranger est quant à elle simplement classée comme Possible. sans éléments corroborants. La source nous vient de l'AFP. Geste barrière. Quand pourra-t-on enfin tomber le masque? L'Institut Pasteur estime Dans une modélisation disponible en description. qu'un relâchement total pourrait être possible à l'automne, Oh, yes. à condition d'avoir vacciné 90% de la population adulte. Ah oui, Bon non. bah tant pis hein. Cette couverture permettrait non pas d'éradiquer l'épidémie, mais de rester sous la barre du millier d'administrations journalières à l'hôpital. Si les mineurs devenaient vaccinables dans les mois à venir, le même objectif pourrait être atteint en vaccinant, 90% des plus de 65 ans. mais seulement 60 à 70% des 0-64 ans. Un objectif ambitieux, mais qui tente Israël, chez qui la vaccination des 12-15 ans pourrait débuter dans les mois prochains. En France, au vu de l'hésitation vaccinale sans égale du pays, cet objectif est qualifié d'irréaliste. Impasse de la semaine. Relâchement. La vaccination n'a pas que des bons côtés, elle a aussi des effets pervers et certains pays Le Chili en première ligne. sont en train d'en faire les frais. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça ne concerne pas tous les pays, et décidément Israël fait vraiment figure de premier de la classe ces temps-ci. La mauvaise est qu'il s'agit manifestement d'un effet attendu dès que la vaccination commence à atteindre un certain seuil. Seuil que nous sommes en train actuellement d'atteindre en France. Des cas plus jeunes, car les personnes âgées sont protégées, mais plus nombreux du fait d'un relâchement des gestes barrières, parfois même encouragés par les pouvoirs publics, car la population se croit protégée. Or, il est important de rappeler que la protection maximale est atteinte 14 jours après l'injection de la seconde dose, et qu'avant cela, l'immunité doit être considérée comme conditionnelle. Pour le cas du Chili spécifiquement, un autre problème émerge. L'efficacité du vaccin. Le pays, ayant dans l'idée de faire une campagne éclair, s'est appuyé sur un vaccin rapidement disponible, celui du laboratoire Sinovac. Sauf que, Après 1 million de vaccinés et une étude en bonne et due forme, les chiffres ne sont pas bons. 2 semaines après la seconde injection, le vaccin chinois n'est efficace qu'à 54,4%. et seulement 27,7% après la première dose. Donc très loin en dessous du trio de tête, AstraZeneca, Avec 70% en moyenne selon les variants et la classe d'âge, Moderna 94% d'efficacité selon les variants, et Pfizer. 95% en moyenne selon les variants. Mauvaise nouvelle de la semaine. France. Alors que l'épidémie commence à marquer le pas, Paris et Nice notamment commencent lentement leur plateau. Les compteurs ne sont pas réjouissants. La France a franchi le cap des 5 millions de cas, ce qui En excluant les recontaminations, veut dire que plus d'un Français sur 13 a été frappé par la maladie. Ce qui est très cohérent avec les expériences personnelles en cours du Dendrobat Doctor, comme quoi chacun d'entre nous connaît en moyenne une douzaine de personnes touchées. ah, ces chercheurs, toujours là à chercher. Inexorablement, le pays s'approche de la barre fatidique des 100 000 morts, et ce avec 3 confinements et 1 an à vivre avec les gestes barrières. Donc le prochain qui dit que les épidémiologistes ayant pronostiqué 300 000 morts si aucune mesure n'était prise sont des alarmistes aura le droit à un coup de pelle. Oh, il y aura Peter le Fossoyeur. Oui, Michel. L'épidémie touche désormais une proportion forte d'actifs, de jeunes, de femmes enceintes et d'adolescents. Si les cas augmentent chez les enfants, ils sont encore relativement épargnés. Et si c'est sans conteste à joindre aux mauvaises nouvelles, espérons que ça aura au moins le mérite de clouer le bec à ceux qui rabâchent que Oui, mais c'est que les vieux qui meurent, donc on s'en fout. Non, et le Dendrobat Doctor s'appuie sur Santé publique France et Covid Tracker pour qu'ils puissent se taire. Monde. le monde approche des 135 millions de cas et les 3 millions de morts. Pour vous donner une idée, c'est comme si on avait rayé l'intégralité du Qatar ou de l'Albanie de la carte. Ou si ça vous parle plus, c'est comme si on avait exterminé 9 mois la population de l'Islande. En termes de morts par habitant, Sans tenir compte des différentes densités de population, donc c'est un indicatif imparfait. les pays les plus mortellement touchés à ce jour sont, dans l'ordre, un trio européen. La Belgique, Le Royaume-Uni, l'Italie, suivi par les 2 pays ayant également eu le plus grand nombre absolu de morts, les États-Unis et le Brésil. ce dernier, dans lequel la situation sanitaire est si catastrophique que le président est désormais sous le coup d'une enquête du Sénat et de plus en plus qualifié de boîte de pétri du monde. L'apparition de plusieurs variants brésiliens est redoutée par la communauté scientifique. Le Dendrobat Doctor s'appuie sur Johns Hopkins University. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. La France a franchi le cap des 10 millions de primo-injections. 15% de la population est désormais partiellement protégée. Et après quelques ralentissements qui ont fait reculer la date théorique de fin de vaccination, le rythme reprend cette semaine. Près des 2 tiers des plus de 75 ans sont désormais au moins partiellement vaccinés. Et plus d'un tiers des 65-74 ans a reçu au moins une dose. La
France se place dans la moyenne de ses voisins, au même niveau que la Belgique, l'Espagne et juste derrière l'Allemagne, mais devant l'Italie ou la Suisse. Faisant même légèrement mieux que la moyenne de l'Union européenne. Ah, Bravo. Qu'est-ce que putain de quoi? Ok, plus personne ne comprend rien de ce qui se passe avec AstraZeneca, donc on va faire un point. Il y a un lien entre le vaccin et un risque de thrombose. Pas exactement. Il y a un lien de corrélation Je vais y revenir. entre le vaccin et un certain type très rare et très particulier de thrombose. C'est pour ça que, par exemple, même si c'est très tentant, la comparaison avec le risque lié à la pilule n'est pas pertinent. On ne parle pas de la même maladie. Mais le vaccin est la cause de ces thromboses. Peut-être. Comme je l'avais expliqué lors de mon point sur la pharmacovigilance, on est ici sur un cas d'école du fonctionnement de la surveillance post-vaccinale. Des incidents surviennent. En plus grand nombre qu'attendu. Il y a une corrélation, les deux événements apparaissent en même temps. On va maintenant enquêter pour savoir s'il y a une causalité. L'un des événements est la cause de l'autre. Et surtout, si c'est le cas, comprendre le mécanisme à l'œuvre. Car pour l'instant, on n'en sait rien. Mais je dois recevoir ce vaccin, moi. Qu'est-ce que je risque? A priori, rien de plus que d'ordinaire si vous êtes bien la population à qui le produit est destiné, à savoir les plus de 55 ans. Ah bah oui, j'ai plus de... Oui. Pour une raison qu'on ignore, les événements arrivent chez des sujets jeunes. Si vous avez reçu une première dose et que vous ne faites plus partie du public cible, votre seconde dose se fera par un vaccin à ARN. Prenez contact avec votre médecin ou le centre de vaccination proche de chez vous pour plus d'informations. De toute façon, la balance bénéfice-risque a bougé. Non. Si, Non. si. Non, le risque d'incident thrombotique, toutes catégories confondues, lié au vaccin, en admettant que tous les incidents déclarés lui soient réellement liés, Ce qui n'est pas prouvé. reste bien plus faible que le risque d'incident thrombotique lié au Covid. Et cela sans même parler des autres risques liés au Covid. La balance bénéfice-risque reste donc très largement favorable. Mais est-ce que c'est pas dangereux quand même? Si, comme tout en fait. Mais en admettant que tous les événements déclarés soient liés au vaccin, si vous allez chez votre médecin pour vous faire piquer, vous avez moins de chances de mourir du vaccin que d'un accident de la route en y allant. Et ça vous empêchera pas de prendre votre voiture. Et ce tous les jours, plusieurs fois par jour même peut-être. Ah bah c'est d'autant plus dangereux que Papichel il a pas son permis. Et si autre chose apparaît? Eh ben on fera comme pour les thromboses. La pharmacovigilance fera remonter une corrélation, on l'examinera pour trouver la causalité, on modifiera les protocoles nécessaires et on vous tiendra informé. Enfin, on dit on, mais en vrai ce sera le Dendrobat Doctor, hein, parce que bon, moi, voilà, je suis pas fort quoi. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 3.2. Vérifier la science. La reproduction par les pairs. C'est quand il y a deux papas qui font crac-crac. Michel, tu te tais ou je te tais? Aujourd'hui, nous continuons le troisième gros tronçon de notre voyage autour de la science. Une fois un article revu par les pairs, il est temps de tester ce qu'il a dans le ventre. Et aujourd'hui, on va parler de reproduction. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de la reproduction des chercheurs. Qui est assez banal et proche de ce qui se fait partout chez Homo sapiens. Ah putain, mais si même la voix du Dendrobat fait des blagues de cul, vas-y, moi je me barre, allez, salut. On va parler de la reproduction des expériences faites par les chercheurs. Et il en existe plusieurs sortes. La reproduction à l'identique. Un bon moyen de vérifier que les collègues ne racontent pas des cracks. Des crac-crac. On prend la section méthode et on refait exactement tout pareil comme il a dit et on voit s'il arrive au même résultat. Si oui, alors on est content. Je suis content. Sinon, alors on est méfiant. Je suis méfiant. Et on recommence. Histoire de. Et si on n'y arrive toujours pas, on publie un papier disant On n'y arrive toujours pas. et qu'il y a un souci quelque part. Probablement à l'intérieur de la blouse qui a écrit le premier article. La reproduction à variable. On l'utilise quand on pense que le collègue a bel et bien trouvé un truc, mais que son interprétation n'est pas la bonne. On reprend l'expérience en faisant varier un paramètre et en pariant. Alors, si le paramètre 1, 2 et 3 sont identiques, je vais faire varier le paramètre 4. Et si le collègue a raison dans son interprétation, il doit se passer un truc. Mais je ne suis pas d'accord et je pense qu'il va se passer un bidule. Et on essaye. Bon, parfois, on n'obtient ni un truc ni un bidule, mais un machin. Et donc, c'est l'occasion de proposer un colloque et de s'asseoir autour d'un café pour discuter de pourquoi on est tous nuls et de qu'est-ce que c'est qu'on peut faire contre ça. On peut peut-être faire un molki? Non Michel, ça va pas les aider. Oh, t'es revenu? La reproduction transposée. Lorsqu'un collègue fait une expérience intéressante dans son domaine, parfois, on a envie de voir si ça marche dans le nôtre. Du coup, il s'agit d'adapter la même expérience et les mêmes conclusions à un autre contexte. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des chercheurs qui font passer le test du chamallow à des sèches. Les petits poulpes là. Tout dur. Eh, que voulez-vous? Déjà, les institutrices de primaire les trouvaient bizarres, ces gens, alors bon. Ce qui compte, c'est que plus une expérience est reproduite, plus elle gagne en puissance, plus les résultats gagnent en solidité et plus le savoir qu'on a devient une connaissance établie et complète.
C'est comme être sûr que c'est bien cette pièce-là qui va dans ce trou du puzzle, L'essayer, voir que ça rentre, voir que ça permet de trouver la suivante. et se rendre compte que maintenant, ça commence à faire une image qui va rudement nous aider à comprendre ce qu'on cherche pour les autres trous qui restent. Donc ils vont chercher encore un autre trou à remplir? Oui, je suppose, oui. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec le re-reconfinement et tous les trucs qui vont avec. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Et donc le chercheur, il peut vraiment prendre n'importe quel trou comme ça? Alors, oui, non. Oui, mais en fait, Michel, comment dire? Tu sais, les trous, c'est une métaphore de... Enfin, il y en a qui aiment plus tel ou tel trou. T'as dit aux gens de donner sur Tipeee? Je sais plus. Ah ouais.